Bienvenue et bonne lecture. Le vent hurlait à travers les fenêtres craquelées de l'appartement-studio de Clara Bell, situé dans le quartier de Belleville à Paris. Son souffle glacial de janvier s'infiltrait à travers les fissures du cadre, usé. À 52 ans, Clara s'était habituée au froid qui semblait habiter en permanence ses os, un rappel des 26 années qu'elle avait passées à enseigner à l'école primaire Jules Ferry sans chauffage fonctionnel dans sa classe. Elle serra plus fort son cardigan râpé autour de ses épaules, alors qu'elle se tenait devant le comptoir de sa kitchenette, portionnant soigneusement la seule boîte de soupe au poulet et aux nouilles qu'elle avait achetée avec le reste de son argent pour l'épicerie. L'appartement, si on pouvait généreusement l'appeler ainsi, consistait en une seule pièce servant de chambre, de salon et de bureau. Un lit escamotable était rabattu du mur, ses ressorts grinçant avec l'âge et l'usure. Son matériel pédagogique couvrait toutes les surfaces disponibles. Des papiers à corriger empilés sur la table en bois griffé qu'elle avait trouvé abandonnée sur le trottoir, des plans de cours étalés sur son lit, des boîtes de fournitures scolaires qu'elle avait achetées avec son propre argent entassées dans tous les coins. Clara divisa la soupe en 2 récipients, en gardant un pour elle et en mettant l'autre de côté pour Joe. Le vétéran de la guerre du Vietnam sans domicile fixe était devenu son rituel quotidien, son but au-delà de la salle de classe. Chaque après-midi à 15h30, elle se rendait dans la ruelle derrière la boulangerie au Petit Mitron, dans le quartier de Belleville, où Joe avait élu domicile depuis 3 ans. Elle vérifia son reflet dans le miroir fêlé suspendu au-dessus de l'évier. Des cernes foncées cerclaient ses yeux, et ses cheveux grisonnants étaient devenus fins à cause du stress de joindre les 2 bouts avec le salaire d'une enseignante qui n'avait pas augmenté depuis 4 ans. La robe qu'elle portait avait été rapiécée tant de fois que le tissu semblait maintenu plus par le fil que par la matière d'origine. Pourtant, elle esquissa un sourire alors qu'elle enveloppait la soupe de Joe dans le journal d'hier, glissant une cuillère en plastique dans le pli. La marche jusqu'à la boulangerie prenait 20 minutes à travers des quartiers qui avaient connu des décennies meilleures. Clara passait devant des magasins murés, leurs vitrines recouvertes de graffitis et d'affiches jaunissantes pour des événements passés depuis longtemps. Les trottoirs étaient fissurés et inégaux, l'obligeant à faire attention à ses pas dans les chaussures usées qu'elle portait depuis 3 ans. La neige avait recommencé à tomber, s'ajoutant au mélange de neige fondue sous ses pieds. Paris, en janvier, était impitoyable, surtout pour ceux qui n'avaient pas de ressources. Clara avait appris à superposer ses vêtements, une fine robe en coton sous un pull en laine, recouverte de son seul manteau, un caban bleu marine qu'elle avait acheté dans une friperie en 2018. Il lui avait bien servi, bien que les boutons soient lâches et que la doublure se soit détachée des manches. En arrivant au coin de la rue Belleville, Clara pouvait voir la silhouette familière de Joe blotti près de la benne à ordures de la boulangerie. Son visage buriné s'illumina d'un sourire sincère lorsqu'il la vit s'approcher. À 68 ans, Joe avait l'air fatigué de quelqu'un qui avait trop vu et trop peu. Il lui manquait la jambe gauche sous le genou. Un souvenir de Da Nang, lui avait-il dit, et il se déplaçait avec la délibération prudente de quelqu'un qui avait appris à naviguer dans le monde sans les provisions attendues. « Mademoiselle, Clara !» cria Joe, sa voix portant la qualité rauque de trop de cigarettes et de trop de nuits passées à la belle étoile. « Je n'étais pas sûr que vous alliez venir aujourd'hui avec ce temps. » Clara s'agenouilla à côté de lui, ignorant le froid qui s'infiltrait à travers ses fins bas, alors qu'elle s'asseyait sur l'asphalte crasseux. « Je vous ai dit que je serais là, Joe. Je suis toujours là. » Elle lui tendit le récipient de soupe, observant son visage s'illuminer d'une gratitude totalement disproportionnée par rapport au simple cadeau. C'était la partie de sa journée qui rendait tout le reste supportable, le moment où les traits burinés de Joe s'adoucissaient, avec reconnaissance, où ses épaules se détendaient légèrement de leur posture défensive. « Ça sent incroyablement bon, » dit Joe, ouvrant le récipient et respirant l'arôme. Soupe au poulet et aux nouilles, le plat préféré de Massara. Elle en faisait tous les dimanches après la messe. Ses yeux se perdirent un instant, engloutis, dans les souvenirs d'une femme décédée il y a 15 ans et d'enfants qui avaient cessé de lui rendre visite bien avant cela. Clara l'observa manger, notant comment ses mains tremblaient légèrement à cause du froid et peut-être de la maladie. Elle lui avait proposé à plusieurs reprises de l'emmener à la clinique gratuite, mais la fierté de Joe était grande. Il insistait sur le fait qu'il allait bien,
bien que la toux qui s'était développée au cours du mois précédent suggérât le contraire. « Comment vont les enfants ?» demanda Joe entre deux cuillerées, sincèrement intéressé par ses élèves, malgré sa propre situation. C'était l'une des choses que Clara appréciait le plus chez lui, sa capacité à se soucier des autres, même lorsque sa propre vie était si précaire. Ils vont bien. Ils ont encore des problèmes avec le chauffage. La chaudière ne fonctionne. Pas bien. Je leur fais porter leur manteau pendant les leçons. Clara sourit avec tristesse. Marcus a dessiné une image de moi en enseignante pingouin. Apparemment, je me dandine quand j'ai froid. Joe gloussa, un son qui fut interrompu par la toux rauque qui avait empiré. Les enfants voient tout, n'est-ce pas? Ceux qui grandissent avec moi, ils voient plus que les autres. Avant que Clara ne puisse répondre, ils entendirent le bruit d'une portière de voiture qui se fermait à proximité. Un homme grand, vêtu d'un manteau d'apparence coûteuse, marchait vers eux, son allure délibérée mais tranquille. Clara se rapprocha instinctivement de Joe, ses instincts de protection s'éveillant. « Excusez-moi », dit l'homme en s'approchant. Sa voix était cultivée, avec le léger accent de quelqu'un qui avait été éduqué dans des écoles chères. « Je suis désolé de vous interrompre, mais je voulais… » Il hésita, semblant lutter avec les mots. Clara se leva, se plaçant entre l'inconnu et Joe. « Puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» L'homme la regarda, puis Joe, puis retourna son regard vers elle. Ses yeux, d'un brun profond, semblèrent saisir chaque détail. Son manteau usé, le récipient enveloppé dans du journal, la façon dont elle s'était placée pour le protéger. « Je m'appelle Vincent Marks », dit-il, tendant une main, qui était clairement habitué aux manucures coûteuses, mais qui montrait les callosités de quelqu'un qui travaillait réellement avec ses mains. « Je dirige une entreprise de technologie ici à Paris. Je vous observe tous les deux depuis plusieurs semaines. » La posture de Clara se raidit. « Nous observer? Pourquoi ?» L'expression de Vincent était sincère, presque vulnérable. « Chaque jour, à la même heure, je passe ici en voiture sur le chemin pour inspecter l'une de nos propriétés dans le centre-ville. Et chaque jour, je vois la même chose. Une femme agenouillée dans une ruelle, partageant son déjeuner, avec quelqu'un que la société a oublié. Au début, j'étais juste curieux, puis j'ai été ému. Et maintenant ?» Il fouilla dans la poche de son manteau et sortit une carte de visite, mais ne l'attendit pas immédiatement. « J'ai commencé à arriver plus tôt, à rester plus tard. Je vous ai vu venir sous la pluie, sous la neige, alors que vous étiez clairement malade vous-même. Je vous ai regardé vous asseoir avec Joe. Oui, je connais votre nom, monsieur. » Et le traiter comme un membre de la famille. Joe écoutait attentivement, son récipient de soupe oublié sur ses genoux. « Que voulez-vous de nous, monsieur Marks ?» Vincent regarda directement Joe, croisant son regard avec respect. « Je veux vous dire quelque chose à tous les deux. Ce dont j'ai été témoin ici n'est pas seulement de la gentillesse, c'est la grâce en action. Et dans un monde qui semble avoir oublié comment prendre soin les uns des autres, ce que vous avez montré ici, c'est… » Il s'arrêta à nouveau, cherchant ses mots. « Cela m'a rappelé quelque chose que j'avais perdu. » Clara restait sceptique. Elle avait entendu trop d'histoires de personnes bien intentionnées qui débarquaient avec des caméras et des chéquiers, voulant aider pendant un jour ou une semaine avant de retourner à leur vie confortable et d'oublier les personnes qu'elles avaient rencontrées. « C'est très gentil à vous de dire ça, monsieur Marks, mais Joe et moi, on va bien. On n'a besoin de rien de vous. » Vincent hocha la tête, comme s'il s'était attendu à cette réponse. « Je sais que vous n'avez besoin de rien. Je sais que vous avez tous les deux survécu, voire prospérer dans votre amitié sans aucune aide d'étrangers comme moi. Mais j'espère que vous me permettrez de partager quelque chose. » Il leur raconta son enfance à Belleville, le fait d'avoir été élevé par une mère célibataire qui travaillait 2 emplois juste pour conserver leur petit appartement, le fait d'aller à l'école affamé plus souvent qu'autrement. À propos de Madame Goldman, sa professeure de CM1, qui commençait à apporter des sandwichs supplémentaires tous les jours, les glissant discrètement dans son sac à dos. « Elle n'en a jamais fait tout un plat, » dit Vincent, sa voix s'adoucissant avec « le souvenir. Ne m'a jamais donné l'impression de faire l'aumône. Elle m'a juste… Ça a vu un enfant affamé qui avait besoin d'aide. Et grâce à elle, j'ai réussi. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai obtenu des bourses, j'ai construit quelque chose. » Clara sentit ses défenses baisser légèrement. Il y avait quelque chose d'authentique dans la voix de Vincent,
quelque chose qui parlait d'émotions sincères plutôt que de charité calculée. Et maintenant, j'ai réussi au-delà de tout ce que Madame Goldman aurait pu imaginer, continua Vincent. Mais je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié le sentiment d'être vu, d'être important pour quelqu'un, quand le monde semblait dire que je ne l'étais pas. Il tendit finalement sa carte de visite à Clara. Je l'ai cherchée quand j'ai réussi. Je voulais la remercier, l'aider comme elle m'avait aidé. Mais c'était trop tard. Elle était décédée 2 ans avant que je ne la trouve. Joe intervint, sa voix douce. « Je suis désolé pour votre perte, monsieur Marks. On dirait que c'était une bonne dame. » Elle l'était, et voir ce que vous avez créé ici, cet acte quotidien de dignité et de soin, c'est comme revoir Madame Goldman, en action. Cela m'a rappelé que le succès ne se limite pas à l'accumulation de richesses ou d'entreprises. Il s'agit de reconnaître et de nourrir les Madame Goldman du monde, les personnes qui font en sorte que les autres se sentent vus et valorisés. Vincent fouilla à nouveau dans sa poche, sortant cette fois une enveloppe. J'ai travaillé avec ma fondation pour créer quelque chose appelé l'initiative Dignité. Elle est conçue pour soutenir les éducateurs qui font preuve d'une compassion extraordinaire, non pas avec de la publicité ou des fanfares, mais avec les ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leur travail. Clara regarda l'enveloppe avec méfiance. Quel genre de ressources? Le genre qui permet à un enseignant de s'offrir des vêtements d'hiver corrects. Le genre qui garantit que quelqu'un comme Joe n'aura jamais à se demander d'où viendra son prochain repas. Le genre qui transforme les écoles de lieux de survie en lieux de possibilités. Il tendit l'enveloppe à Clara, mais elle ne la prit pas immédiatement. Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Vincent sourit, et pour la première fois, cela atteignit complètement ses yeux. Parce que vous ne saviez pas que quelqu'un vous observait. Parce que vous faites ça depuis des années sans aucune reconnaissance. Parce que vous vous agenouillez dans la neige fondue et la neige, et que vous traitez un autre être humain avec une dignité que beaucoup de gens ne montreraient pas à leur propre famille. Clara prit finalement l'enveloppe, les mains tremblant légèrement. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva un chèque d'un montant qui lui fit tomber l'estomac. « C'est... » commença-t-elle, incapable de finir la phrase. « Un début, » dit simplement. « Vincent, il y a plus, beaucoup plus, pour votre école, pour les programmes que Joe et moi avons discutés pour les anciens combattants, pour garantir que des enseignants comme vous n'aient jamais à choisir entre acheter de la nourriture et acheter des fournitures scolaires. » Joe tendit la main et toucha le bras de Clara. « Mademoiselle Clara, vous me nourrissez depuis 3 ans. Peut-être qu'il est temps de vous laisser nourrir. » Clara regarda à nouveau le chèque, puis Joe, puis Vincent. Pendant 26 ans, elle s'était débrouillée, faisant des miracles avec des ressources insuffisantes, s'occupant de tout le monde tout en s'occupant à peine d'elle-même. L'idée que quelqu'un l'avait remarquée, que quelqu'un se souciait suffisamment pour agir était accablante. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. Vincent s'agenouilla à côté d'eux, inconscient de son pantalon coûteux sur l'asphalte. « Sale, vous n'avez rien à dire pour l'instant. Juste, réfléchissez-y. Réfléchissez à ce que vous pourriez faire avec des ressources appropriées. Réfléchissez au nombre d'élèves supplémentaires que vous pourriez aider. Au nombre de personnes comme Joe que vous pourriez atteindre. » Il se leva, se brossant les genoux. « Mon numéro de téléphone est sur la carte. Il n'y a aucune pression, aucun délai. Mais Clara, Joe, le monde a besoin de plus de ce que vous avez créé ici. Et peut-être, avec un peu d'aide, pouvons-nous y parvenir. » Alors que Vincent retournait à sa voiture, Joe et Clara restèrent silencieux, stupéfaits. La neige continuait de tomber, mais aucun des deux ne semblait le remarquer. « Mademoiselle Clara, » dit finalement Joe, la voix pleine d'émerveillement, « je crois que nos vies viennent de changer. » Clara serra le chèque et la carte de visite, regardant la voiture de Vincent disparaître dans la circulation. Elle pensa à toutes les nuits où elle était restée éveillée tard, s'inquiétant de l'argent, de ses élèves, de Joe. Elle pensa aux rêves qu'elle avait abandonnés, aux projets qu'elle avait réduits, aux espoirs qu'elle avait appris à tempérer. Peut-être que Joe avait raison. Peut-être que leur vie venait de changer. Mais plus que cela, peut-être qu'ils étaient sur le point de découvrir ce qui était possible lorsque la gentillesse était non seulement donnée, mais aussi reçue, lorsque la dignité était non seulement offerte, mais aussi reconnue et récompensée. Alors qu'ils se préparaient à quitter la ruelle,
Clara aida Joe à monter dans son fauteuil roulant, notant que la soupe semblait lui avoir donné plus d'énergie que d'habitude. Ou peut-être était-ce l'espoir qui lui donnait de l'énergie. « À la même heure demain ?» demanda Joe comme il le faisait toujours. Clara sourit, rangeant l'enveloppe avec soin dans son sac à main. « À la même heure demain, Joe, toujours. » Mais en rentrant chez elle, Clara savait que demain serait différent. Ils seraient tous différents. Vincent Marks les avait vus, vraiment vus, et maintenant tout allait changer. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'incrédulité et de possibilités. Clara avait encaissé le chèque après avoir vérifié qu'il était réel, et, pour la première fois depuis des années, elle avait pu acheter des provisions sans compter chaque centime. Elle avait appelé pour se déclarer malade à l'école, ce qu'elle ne faisait jamais, et avait passé la journée à se débattre avec l'offre de Vincent. Elle avait fait des recherches approfondies sur lui, en utilisant les ordinateurs de la bibliothèque publique. Vincent Marks était bien celui qu'il prétendait être, un entrepreneur technologique qui avait bâti une entreprise valant des centaines de millions. Plus important encore, sa fondation avait la réputation de s'engager de manière authentique et à long terme auprès des communautés qu'elle servait. Mais comprendre les références de Vincent ne rendait pas la décision plus facile. Clara avait appris à se méfier des gains inattendus, à s'attendre à des pièges et à des conditions. Rien dans sa vie n'avait jamais été simple ou facile, et une partie d'elle n'arrivait pas à croire que cela était sur le point de changer. Vendredi après-midi, elle était assise avec Joe à leur endroit habituel lorsque la voiture de Vincent s'est arrêtée à nouveau. Cette fois, il n'était pas seul. Une femme d'une trentaine d'années est sortie du côté passager, portant un porte-documents en cuir et arborant un sourire chaleureux. « Clara, Joe », les salua Vincent en s'approchant. « J'aimerais vous présenter le docteur Sarah Chen, la directrice de notre fondation. » Le docteur Chen s'avança, tendant la main aux deux. « S'il vous plaît, appelez-moi Sarah. Vincent m'a tellement parlé de vous deux. J'espère que cela ne vous dérange pas, mais je voulais vous rencontrer personnellement. » Clara remarqua que Sarah regardait directement Joe en parlant, et non à travers lui ou autour de lui comme le faisaient tant de gens. Elle serra fermement la main des deux, puis demanda si elle pouvait s'asseoir avec eux. « J'ai apporté quelques informations sur l'initiative Dignité, » dit Sarah, ouvrant son porte-documents. « Mais d'abord, je voulais partager quelque chose. Avec vous. » Elle sortit une photo, un vieux portrait scolaire d'une jeune fille avec des couettes et un sourire édenté. « C'est moi en CE1. J'étais la seule enfant asiatique de ma classe, et j'étais harcelée sans relâche. Mon enseignante, Madame Patterson, ne s'est pas contentée de me protéger du harcèlement. Elle a célébré mes différences. Elle s'est assurée que je sache que ce qui me rendait différente me rendait aussi spéciale. » Les yeux de Sarah se sont adoucis avec le souvenir. Madame Patterson n'a probablement jamais connu l'impact total de sa gentillesse. Elle n'aurait pas pu savoir que son soutien discret m'aiderait à devenir la première de ma famille à obtenir un diplôme universitaire, et encore moins à obtenir un doctorat. C'est ce que font les enseignants, souvent sans jamais connaître les vies qu'ils ont changées. Elle regarda Clara directement. « Vincent a décrit ce dont il a été témoin ici, votre engagement quotidien envers la dignité de Joe, votre constance quelle que soit la météo ou les circonstances. C'est le même esprit que Madame Patterson m'a montré. Et comme Madame Patterson, vous n'avez probablement aucune idée de l'ampleur de votre gentillesse. » Joe se pencha en avant, intrigué. « Que voulez-vous dire ?» Sarah sourit. Vincent observe. « De sa voiture depuis des mois, n'est-ce pas ? Eh bien, Vincent n'est pas le seul à emprunter cette route. Ses employés l'ont vu s'arrêter ici, ont remarqué son intérêt. Certains d'entre eux ont commencé à apporter des fournitures, des couvertures, de la nourriture, des vêtements chauds. D'autres ont commencé à faire du bénévolat dans des refuges pour sans-abri. L'effet d'entraînement de votre gentillesse, canalisé par la reconnaissance qu'en a eu Vincent, a déjà touché des dizaines de vies. » Clara sentit des larmes monter à ses yeux. Je n'en avais aucune idée. « C'est le but, » intervint doucement Vincent. « La vraie gentillesse ne recherche pas la reconnaissance, mais quand elle est reconnue, elle se multiplie. » Sarah sortit plusieurs documents de son porte-documents. « L'initiative Dignité est structurée pour amplifier cette multiplication. Pour les enseignants, nous fournissons des compléments de salaire qui portent la rémunération à un niveau de salaire décent, des budgets de fournitures scolaires qui répondent réellement aux besoins des élèves et des systèmes de soutien
qui préviennent l'épuisement professionnel des éducateurs. Elle tendit l'un des documents à Clara. Pour les individus et les communautés, nous nous concentrons sur une aide durable. Pas des dons, mais des coups de main. Formation professionnelle, accès aux soins de santé, aide au logement. Tout conçu pour restaurer la dignité et l'autonomie. Joe prit le document et l'étudia attentivement. « Et vous voulez que nous fassions partie de cela parce que… » Vincent répondit. « Parce que vous nous avez montré à quoi l'initiative devrait ressembler en pratique. Clara, votre engagement quotidien envers Joe n'est pas seulement de la charité, c'est une relation. C'est voir quelqu'un comme pleinement humain. Joe, la façon dont vous avez conservé votre dignité malgré les circonstances, la façon dont vous vous souciez des élèves de Clara, malgré vos propres difficultés, c'est exactement l'approche que nous voulons modéliser. » Sarah hocha la tête avec enthousiasme. « Nous n'offrons pas seulement un financement. Nous vous demandons de nous aider à construire quelque chose de plus grand. Clara, nous voulons que vous nous aidiez à concevoir des programmes de soutien éducatif. Joe, nous voulons vos idées sur les services aux anciens combattants et le plaidoyer en faveur des sans-abri. » Clara regarda les documents, puis Joe, puis revint à Vincent et Sarah. L'ampleur de ce qu'ils proposaient était époustouflante. Non seulement une aide personnelle, mais un changement systémique. « C'est beaucoup à assimiler, » dit-elle. « Finalement. »« Bien sûr que oui, » répondit Vincent. « Nous n'avons pas besoin d'une réponse aujourd'hui ni même cette semaine. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais je veux que vous sachiez, il ne s'agit pas seulement de vous aider tous les deux. Il s'agit d'amplifier l'espoir que vous avez créé ici. » Alors que Vincent et Sarah se préparaient à partir, Sarah tendit à Clara une enveloppe supplémentaire. Elle contient des informations sur d'autres enseignants et membres de la communauté qui font partie de l'initiative. Des personnes avec lesquelles vous pourriez vouloir parler pendant que vous décidez. Après leur départ, Clara et Joe restèrent dans un silence inhabituel. Finalement, Joe parla. « Vous savez ce qui est drôle, mademoiselle Clara? Je suis sans abri depuis 3 ans, et je me suis habitué à ce que les gens m'ignorent ou me considèrent comme un problème à résoudre. Mais ces gens, ils nous voient comme une partie de la solution. » Clara hocha lentement la tête. « J'enseigne depuis 26 ans, Joe. J'ai vu tellement de programmes et d'initiatives qui promettent de tout changer. La plupart d'entre eux échouent parce qu'ils sont construits de l'extérieur, par des personnes qui n'ont jamais connu les problèmes qu'elles essaient de résoudre. Mais celle-ci semble différente. Celle-ci est différente parce que Vincent n'a pas commencé avec un ordre du jour. Il a commencé par observer, par voir, par comprendre. Et maintenant, il nous demande d'aider à construire quelque chose, au lieu de simplement recevoir quelque chose. » Joe tendit la main et lui tapota la main. « Quoi que vous décidiez, mademoiselle Clara, je suis avec vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne me suis pas sentie aussi pleine d'espoir depuis 15 ans. Ce week-end, Clara n'a pas pu se concentrer sur ses tâches habituelles de correction de copies et de planification de cours. Au lieu de cela, elle se retrouva à lire et à relire les documents que Sarah avait fournis. Elle appela certains des enseignants répertoriés comme participants actuels à l'initiative. Les conversations ont été révélatrices. Enseignant après enseignant a partagé des histoires similaires. Être remarqué par la Fondation pour des actes de gentillesse qu'ils pensaient privés. Être soutenu non seulement financièrement, mais professionnellement. Être habilité à créer les environnements éducatifs dont ils avaient toujours rêvé. Le Meyers nous lui dit une enseignante de Detroit, ce n'est pas le complément de salaire, même si cela change la vie. C'est d'avoir les ressources pour réellement atteindre chaque élève. C'est de pouvoir dire oui quand un enfant affamé a besoin de nourriture, quand une famille en difficulté a besoin d'aide, quand une salle de classe a besoin de fournitures. Lundi, Clara avait pris sa décision. Elle appela le bureau de Vincent et fixa un rendez-vous pour le jeudi. Le jeudi arriva gris et froid, avec des prévisions de neige pour le soir. Clara avait emprunté la voiture d'une amie pour se rendre au bureau de Vincent dans le centre-ville. Elle s'était rendue dans très peu de bureaux dans sa vie, autres que les bâtiments administratifs scolaires, et la société de Vincent occupait plusieurs étages d'un gratte-ciel étincelant qui la faisait se sentir petite et déplacée. Mais dès qu'elle est sortie de l'ascenseur, Sarah Chen était là pour l'accueillir avec un sourire chaleureux et un enthousiasme sincère. « Clara, merci beaucoup d'être venue. Vincent est ravi d'entendre vos réflexions. » Elles traversèrent un espace de bureau qui était clairement conçu
pour la collaboration et la créativité. Clara remarqua des détails qui parlèrent du caractère de Vincent. Des photos d'activités de bénévolat des employés, une bibliothèque de livres sur l'éducation et le changement social, des espaces de travail qui semblaient conçus pour le confort plutôt que pour l'intimidation. Le bureau de Vincent était grand mais pas ostentatoire. Un mur était recouvert de photographies, non pas de lui avec des célébrités ou des politiciens, mais de personnes engagées dans le service communautaire, des enfants lisant dans des salles de classe, des familles dans de nouveaux foyers. « Clara !» Vincent se leva de son bureau à leur entrée. « Merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous prie. Puis-je vous offrir quelque chose ?» Clara secoua la tête, puis se ravisa. « En fait, un café serait le bienvenu. Noir, s'il vous plaît. » Pendant que Sarah allait chercher du café, Vincent fit signe à un coin salon confortable, loin de son bureau. Elles s'installèrent dans des fauteuils qui étaient clairement choisis pour la conversation plutôt que pour les rapports de force. « J'ai réfléchi à votre offre, » commença Clara. « Et j'ai réfléchi à Joe, à mes élèves, à tous les enseignants qui ont du mal à joindre les deux bouts. » Vincent se pencha légèrement, attentif. « Je veux dire oui, pas seulement pour moi, mais pour ce que cela pourrait devenir. J'ai lu des informations sur vos autres programmes, j'ai parlé à d'autres enseignants. Ce n'est pas seulement de la charité, c'est un investissement dans le potentiel humain. » Un sourire apparut sur le visage de Vincent. « Je suis ravi d'entendre ça, Clara. Qu'est-ce qui vous a convaincu ?» Clara accepta le café que Sarah apporta, prenant un moment pour organiser ses pensées. « Deux choses. Premièrement, tous les enseignants à qui j'ai parlé ont dit la même chose. L'initiative ne se contente pas de donner de l'argent et de s'en aller. Elle établit des relations. Elle soutient le travail, pas seulement les travailleurs. » Elle fit une pause, sirotant son café. « Deuxièmement, j'ai réalisé que dire non, ce ne serait pas seulement refuser de l'aide pour moi. Ce serait refuser de l'aide pour mes élèves, pour Joe, pour tous ceux dont la vie croise la mienne. Je n'ai pas le droit de faire ce choix. » Vincent hocha la tête pensivement. « Ce sont exactement les raisons pour lesquelles nous espérions que vous vous identifieriez. Il s'agit d'élargir l'impact et pas seulement d'atténuer les circonstances individuelles. » Sarah sortit un épais dossier de sa mallette. « Nous avons préparé quelques propositions initiales basées sur ce que nous savons de votre école et de votre communauté. Mais nous voulons d'abord entendre vos idées. » Clara posa son café, ressentant une vague d'excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « J'ai fait des listes toute la semaine. Premièrement, mon école, l'école primaire Jules Ferry, accueille 500 élèves, dont 92% sont éligibles au repas gratuit. Notre bâtiment date de 1952 et n'a pas connu de rénovations importantes depuis les années 1980. » Elle sortit un carnet de son sac à main, ouvrant des pages couvertes de son écriture soignée. « Les enseignants dépensent en moyenne 1500 par an de leur propre argent pour les fournitures. Notre bibliothèque n'a pas reçu de nouveaux livres depuis 3 ans. Le poste d'infirmière a été réduit à temps partiel. Nous avons donc des services de santé 2 jours par semaine. » Vincent et Sarah échangèrent des regards, tandis que Clara continuait à exposer les besoins qu'elle avait observés, non seulement dans son école, mais dans la communauté au sens large. « Et puis, il y a la question qui est liée à Joe, » continua Clara. « Nous avons des élèves dont les familles sont sans abri ou en situation d'instabilité du logement. Des enfants qui se présentent avec le stress des responsabilités d'adultes, s'occuper de leurs frères et sœurs, traduire pour leurs parents, s'inquiéter des expulsions. » Elle leva les yeux de son carnet. « Ce dont je rêve, c'est d'une école qui peut être une véritable ressource communautaire. Pas seulement un endroit où les enfants apprennent à lire et à compter, mais un endroit où les familles trouvent du soutien, où la gentillesse est enseignée et modélisée, où chaque enfant sait qu'il compte. » Sarah prenait des notes rapides, pendant que Clara parlait. Vincent écoutait attentivement, posant parfois des questions de clarification. « Ce sont exactement les types d'approches holistiques que nous voulons soutenir, » dit Vincent lorsque Clara eut fini. « De quoi auriez-vous besoin pour réaliser ce rêve ?» Clara prit une profonde inspiration. « Honnêtement, tout, mais si je devais établir des priorités. Premièrement, les bases. Un chauffage fiable, une technologie à jour, des fournitures adéquates. Ensuite, des programmes élargis, des travailleurs sociaux, des conseillers, un soutien nutritionnel, des activités périscolaires. » Elle tourna une nouvelle page de son carnet. «
Mais le plus grand besoin, c'est la dignité et l'espoir. Les élèves qui voient leurs enseignants avoir du mal à s'offrir le nécessaire apprennent que la société n'apprécie pas l'éducation. Les enseignants qui ne peuvent pas répondre aux besoins fondamentaux de leurs élèves s'épuisent et partent. Vincent se pencha en arrière sur sa chaise, réfléchissant. « Et si je vous disais que nous pourrions aborder tout cela, et pas seulement à l'école primaire Jules Ferry, mais utiliser votre école comme un modèle de changement systémique ?» Clara sentit son cœur s'emballer. « Je dirais que cela semble impossible. La plupart des choses importantes le sont, au début, » intervint Sarah avec un sourire. « Mais laissez-moi vous montrer ce que nous proposons. » Elle ouvrit le dossier et étala plusieurs documents sur la table basse. Le premier était une projection budgétaire qui fit trembler les mains de Clara lorsqu'elle vit les chiffres. « C'est notre engagement initial sur 5 ans envers l'école primaire Jules Ferry, » expliqua Sarah. « Amélioration des immobilisations, mise à niveau technologique, expansion des programmes, complément de salaire pour les enseignants et services d'accompagnement pour les familles. » Clara fixa les documents, incapable de comprendre pleinement l'étendue. « Cela changerait tout. »« C'est l'intention, » dit doucement Vincent. « Mais Clara, il y a autre chose. Nous ne voulons pas seulement transformer l'école primaire Jules Ferry. Nous voulons que vous nous aidiez à créer un modèle reproductible. Nous voulons que d'autres écoles voient ce qui est possible lorsque vous investissez dans des enseignants comme vous, lorsque vous construisez à partir de la gentillesse existante plutôt que d'imposer des solutions d'en haut. » Sarah lui tendit un autre document. « Il s'agit d'une proposition pour que vous assumiez un rôle de leadership, directrice des programmes de dignité éducative. Vous passerez la moitié de votre temps à l'école Jules Ferry à mettre en œuvre ces programmes et la moitié de votre temps à travailler avec d'autres écoles qui souhaitent adopter des approches similaires. » Clara leva les yeux des documents, les yeux brillants de larmes. « Vous voulez que j'aide d'autres écoles ? Vous seriez parfaite pour ça, » dit Vincent. « Vous comprenez l'éducation de bas en haut, vous savez ce dont les enseignants ont besoin. Parce que vous avez été à leur place, et vous avez prouvé que vous pouvez maintenir l'espoir et l'efficacité, même dans les circonstances les plus difficiles. » Au fil de la réunion, Clara se laissa emporter par des possibilités qu'elle ne s'était jamais autorisée à imaginer. Vincent et Sarah ont présenté non seulement un soutien financier, mais un changement systémique complet, des possibilités de perfectionnement professionnel, une formation au leadership, une chance d'influencer les politiques au plus haut niveau. « Et Joe ?» demanda Clara. « Comment s'intègre-t-il dans tout ça ?» Le visage de Vincent s'illumina. « Joe a accepté d'être notre consultant en dignité communautaire. Il travaillera avec les écoles pour les aider à comprendre et à servir les élèves en situation d'itinérance ou d'insécurité du logement. Il conçoit également un programme pour mettre en relation les anciens combattants avec les écoles en tant que mentor et tuteur. » Clara ressentit une émotion si forte qu'elle menaça de la submerger. En quelques semaines, sa vie était passée d'un désespoir tranquille à une possibilité extraordinaire. Et tout avait commencé parce que quelqu'un avait remarqué son acte quotidien de partage de soupe avec un ancien combattant sans abri. « Je comprends si vous avez besoin de plus de temps pour y réfléchir, » dit doucement Sarah. « C'est un changement énorme, et nous voulons que vous soyez sûrs que c'est ce que vous voulez. » Clara regarda par la fenêtre du bureau de Vincent, regardant la skyline de Paris, pensant à son appartement studio exigu, à sa salle de classe froide, aux années 100, où elle avait à peine réussi à joindre les deux bouts. Puis elle pensa à ses élèves, à Joe, à tous les enseignants qui luttaient comme elle l'avait fait. « Je n'ai pas besoin de plus de temps, » dit-elle, se retournant vers Vincent et Sarah. « Je veux faire ça, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui méritent mieux que ce que nous avons pu fournir. » Vincent se leva, tendant la main. « Bienvenue à l'initiative Dignité, Madame Bell. » Alors que Clara lui serrait la main, elle ressentit un changement fondamental dans sa compréhension de ce qui était possible. Elle n'était plus seulement une enseignante qui luttait pour faire une différence malgré les limites. Elle était sur le point de devenir quelqu'un qui pourrait supprimer ses limites pour les autres. Les semaines suivantes furent un tourbillon de planification, de réunions et de préparatifs. Clara a travaillé avec l'équipe de l'initiative pour développer des stratégies de mise en œuvre, tandis que les équipes de construction de Vincent ont commencé les travaux de rénovation à l'école primaire Jules Ferry. Les changements ont été spectaculaires et immédiats.
L'ancienne chaudière a été remplacée par un système de chauffage moderne et efficace. Les salles de classe ont reçu de nouveaux bureaux, chaises et matériel pédagogique. La bibliothèque a été agrandie et approvisionnée avec des centaines de nouveaux livres. Les laboratoires informatiques ont été mis à jour avec une technologie moderne. Mais plus que les changements physiques, Clara a vu l'espoir revenir chez ses collègues. Les enseignants qui avaient envisagé de quitter la profession ont soudainement trouvé des raisons de rester. La promesse de salaires équitables, de ressources adéquates et de systèmes de soutien a fait une énorme différence dans le moral. Joe, quant à lui, avait emménagé dans un petit appartement dans un logement social pour les anciens combattants. Il a maintenu son rôle à la boulangerie, maintenant comme point de contact pour d'autres personnes sans abri qui pourraient avoir besoin de services. Il avait commencé à venir à l'école primaire Jules Ferry 2 fois par semaine, aidant au service du déjeuner et partageant son histoire avec les élèves. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit Joe à Clara un après-midi alors qu'il préparait le déjeuner pour les élèves. « J'ai passé 3 ans à me sentir invisible. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir plus de buts que je n'en ai eu depuis 20 ans. » Clara sourit, disposant les assiettes sur les plateaux de service. « Vous avez toujours eu un but, Joe. Vous n'aviez tout simplement pas l'occasion de l'utiliser efficacement. » Le Dr Chen avait affecté à Clara une coordinatrice de transition pour l'aider à gérer ses nouvelles responsabilités. Maria Rodriguez était une ancienne directrice qui avait une vaste expérience des initiatives de transformation scolaire. La clé, expliqua Maria lors d'une de leurs séances de planification, est de maintenir la culture et les valeurs qui ont fait que Vincent vous a remarqué en premier lieu. Nous augmentons votre impact et non en changeant qui vous êtes. Cela est devenu le principe directeur de Clara lorsqu'elle a commencé à contacter d'autres écoles. Elle a voyagé dans les départements de toute l'Île-de-France, partageant son histoire et le modèle de l'école primaire Jules Ferry. La réponse a été systématiquement enthousiaste, mais Clara a insisté pour commencer petit. « Les changements durables se produisent progressivement, » dit-elle à un groupe de directeurs. « Nous ne promettons pas de miracle du jour au lendemain. Nous promettons de vous voir, de vous soutenir et de vous aider à créer les conditions où les miracles deviennent possibles. » À la fin de la première année, l'initiative Dignité s'était étendue à 12 écoles de la région parisienne. Chaque mise en œuvre était différente, adaptée aux besoins et aux circonstances locales. Mais toutes partagèrent le principe de base de traiter l'éducation comme une profession digne de respect et de ressources. Clara est devenue une conférencière recherchée lors des conférences sur l'éducation. Les médias l'ont surnommée « l'enseignante qui a tout changé », un titre qui la mettait mal à l'aise. Dans chaque interview, elle insistait pour partager le mérite avec Vincent, avec Joe, avec les innombrables enseignants qui avaient fait un travail extraordinaire sans reconnaissance. « Je n'ai pas tout changé », a-t-elle déclaré lors d'une interview télévisée. « Je me suis simplement retrouvée à être remarquée pour quelque chose que des milliers d'enseignants font chaque jour, se soucier des personnes qui ont besoin d'attention. Le véritable changement, c'est ce qui se passe lorsque la société décide de soutenir cette attention au lieu de simplement l'attendre. » Le 2e anniversaire de la première visite de Vincent dans la ruelle a été marqué par une célébration à l'école primaire Jules Ferry. Des élèves, des enseignants, des parents, des membres de la communauté et du personnel de l'initiative se sont réunis dans le gymnase rénové. Joe a prononcé un bref discours, debout à l'aide de nouvelles prothèses que l'initiative l'avait aidé à obtenir. « Il y a 2 ans, dit-il, j'étais invisible. Une enseignante m'a vu, m'a nourri, m'a traité comme si j'étais important. Aujourd'hui, j'aide à nourrir les élèves et à partager mon histoire parce que quelqu'un m'a montré que chacun mérite la dignité. » Vincent a pris la parole ensuite, mais ses remarques se sont concentrées sur l'avenir plutôt que sur les réalisations passées. Ce que nous avons appris de Clara et de Joe, c'est que la transformation est contagieuse. Lorsque vous traitez les gens avec dignité, ils transmettent cette dignité. Nous ne faisons pas que changer les écoles. Nous changeons la façon dont nous nous voyons les uns les autres. Clara fut invitée à parler en dernier. Elle se tenait au pupitre, regardant les visages qui étaient devenus une famille. Des élèves qui s'épanouissaient, des enseignants qui étaient pleins d'énergie, des membres de la communauté qui étaient engagés. « Il y a 3 ans, commença-t-elle, je pensais que faire une différence signifiait accepter que la différence serait petite, limitée par les ressources, contrainte par les systèmes,
confinée par des circonstances que je ne pouvais pas contrôler. Elle fit une pause, trouvant Joe dans la foule et lui souriant. Mais la gentillesse a sa propre mathématique. Lorsque vous multipliez l'attention, lorsque vous créez des systèmes qui soutiennent plutôt que de contraindre, les différences deviennent exponentielles. Après la célébration, Clara et Joe ont traversé les couloirs de l'école primaire. Jules Ferry. Le bâtiment bourdonnait d'activités. Des cours du soir pour les parents, des séances de tutorat, des réunions communautaires. Ce qui avait autrefois été un lieu de survie à peine géré était devenu un centre communautaire florissant. « Vous savez ce que je pense ?» dit Joe alors qu'il s'arrêtait devant la salle de classe de Clara. « Je pense que Madame Goldman serait fière. » Clara hocha la tête, pensant à l'institutrice de Vincent qui avait lancé une chaîne de gentillesse qui avait mené à tout cela. « Je pense qu'elle serait stupéfaite. Une enseignante, un enfant affamé, et regardez ce qui en a découlé. » Ils restèrent dans un silence confortable, regardant par la fenêtre les adolescents du programme périscolaire travailler sur leurs devoirs avec des étudiants bénévoles. « Mademoiselle Clara ?» dit finalement Joe. « Vous vous demandez jamais combien il y a de Madame Goldman là-dehors? Combien d'enseignants comme vous avant que Vincent ne vous voie ?» Clara réfléchit. « Je sais qu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Des enseignants qui se soucient profondément, mais qui n'ont pas les ressources pour agir efficacement sur cette attention. Et c'est ce que nous faisons maintenant, n'est-ce pas? Les trouver, les soutenir, s'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin ?» Clara sourit. « C'est exactement ce que nous faisons, Joe. Une école à la fois, un enseignant à la fois, un acte de dignité à la fois. » En sortant du bâtiment, Clara réfléchit au chemin parcouru. L'initiative opérait désormais dans 47 écoles de 5 États. Plus de 2000 enseignants avaient reçu un soutien. Des milliers d'élèves avaient accès à des ressources qu'ils n'avaient jamais eues auparavant. Mais les chiffres ne racontaient qu'une partie de l'histoire. L'impact réel était dans les vies changées, l'espoir retrouvé, la multiplication de la gentillesse qui se produisait lorsque les gens se sentaient valorisés et soutenus. Le lendemain matin, Clara vérifia son courrier électronique et trouva un message qui allait lancer la prochaine phase de croissance de l'initiative. Le ministère de l'Éducation invitait Clara à présenter le modèle de l'initiative Dignité à une commission nationale sur la réforme de l'éducation. Elle appela immédiatement Vincent. « Vincent, on m'a demandé de parler à une commission nationale. Ils veulent savoir si ce que nous faisons peut être mis à l'échelle nationale. »« Et qu'en pensez-vous » demanda Vincent. Clara regarda par sa fenêtre la skyline de Paris, pensant à toutes les écoles, à tous les enseignants, à tous les élèves qui pourraient bénéficier de ce qu'ils avaient appris. « Je pense qu'il est temps de le découvrir. Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable? Partagez vos commentaires. » Le sommet national sur la réforme de l'éducation s'est tenu à Paris, dans un centre de conférences étincelant rempli de décideurs politiques, de dirigeants de l'éducation et de défenseurs de la réforme. Clara se sentait déplacée parmi les costumes et les diplômes, mais Vincent et Joe l'ont accompagnée, lui apportant un soutien moral. « Dites simplement la vérité », conseilla Joe, alors qu'il se dirigeait vers la salle de présentation. « Parlez-leur de la soupe dans une ruelle et de ce qui en est sorti. » La commission comprenait des sénateurs, des représentants, des gouverneurs, des chefs de l'éducation des États et des universitaires de premier plan. Clara s'était longuement préparée, mais alors qu'elle se tenait au pupitre, elle oublia ses notes et parla avec son cœur. « Lorsque j'ai commencé à enseigner il y a 27 ans, commença-t-elle, je croyais que l'attention était suffisante, que si j'aimais profondément mes élèves, et que je travaillais plus dur que ce qui était humainement supportable, je pourrais surmonter le sous-financement systémique et la négligence sociétale. » Elle fit une pause, regardant le public, distingué. « J'avais tort. Pas sur l'importance de l'attention, mais sur ce qui se passe lorsque cette attention est soutenue par rapport à lorsqu'on s'attend simplement à ce qu'elle existe dans le vide. » Elle s'approcha du bord de la scène, abandonnant le pupitre. « Il y a 3 ans, je dépensais mon propre argent pour nourrir un ancien combattant sans abri nommé Joe. Je pensais que personne ne le remarquait. Je pensais que cela n'avait d'importance. Pour personne d'autre que lui. » Clara vit plusieurs commissaires se pencher en avant, intéressés malgré eux. Mais quelqu'un l'a remarqué. Vincent Marx, un homme d'affaires, a regardé pendant des mois pendant que je m'agenouillais dans une ruelle, partageant de la soupe dans le froid parisien. Il n'a pas simplement admiré le geste
et est passé à autre chose. Il s'est demandé que se passerait-il si nous soutenions systématiquement les enseignants qui se soucient autant. Elle fit un geste vers le fond de la salle où étaient assis Vincent et Joe. La réponse se trouve dans les données que nous vous avons fournies. Lorsque vous investissez dans la dignité des enseignants, des salaires équitables, des ressources adéquates, le respect de leur profession, tout change. Les résultats aux examens s'améliorent, la fréquentation scolaire augmente, les taux d'abandon scolaire chutent. Mais plus important encore, l'espoir revient dans les communautés qui l'avaient perdu. La commissaire Isabelle Moreau, ancienne ministre de l'Éducation, leva la main. Madame Bell, l'engagement financier que vous décrivez est substantiel. Comment proposez-vous de financer cela à l'échelle nationale alors que les budgets des États sont déjà tendus? Clara sourit. Madame Moreau, quel est le coût de l'échec? Que dépensons-nous pour les conséquences d'une éducation inadéquate, des taux de criminalité plus élevés, une augmentation des services sociaux, une perte de productivité économique? La fondation de Vincent a fait l'analyse. Le retour sur investissement est de 400% en 10 ans. Elle retourna au pupitre et ouvrit une diapositive. Mais mettons de côté l'économie un instant. Chaque enfant mérite un enseignant qui ne s'inquiète pas de payer son loyer. Chaque enseignant mérite des ressources pour vraiment éduquer et pas seulement pour superviser. Chaque communauté mérite des écoles qui servent de centre d'espoir plutôt que de monument à la négligence. Le député Pierre Dupont intervint. Cela semble idéaliste. L'éducation publique a toujours été confrontée à des contraintes de ressources. En quoi votre approche est-elle différente des précédentes initiatives de réforme? Joe se leva de son siège, surprenant tout le monde en se rendant à l'avant. Clara lui fit signe de la tête, comprenant. « Si je peux me permettre, » dit Joe, sa voix résonnant clairement dans le système de sonorisation. « Je suis l'ancien combattant que Clara nourrissait tous les jours. Je suis également le consultant en dignité communautaire pour l'initiative, aidant les écoles à comprendre l'itinérance et l'insécurité alimentaire. » Il s'adressa directement au député Dupont. « Monsieur, j'ai vu 13 initiatives de réforme aller et venir dans les écoles que mes petits-enfants ont fréquentées. Elles avaient toutes une chose en commun. Elles ont été conçues par des personnes qui n'avaient jamais eu faim, n'avaient jamais enseigné dans des salles de classe glaciales, n'avaient jamais eu à choisir entre des médicaments et des courses. » La voix de Joe se fit plus forte. « Ce n'est pas une réforme, c'est une reconnaissance. La reconnaissance que les enseignants sont des professionnels qui méritent des salaires professionnels. La reconnaissance que les enfants ne peuvent pas apprendre quand ils ont faim ou froid. La reconnaissance que la gentillesse fonctionne le mieux lorsqu'elle est systématiquement soutenue. » La sénatrice Sophie Leclerc de Provence posa la question cruciale. À quoi ressemblerait un déploiement national? Comment maintenir la qualité tout en augmentant rapidement l'échelle? Clara s'était préparée à cela. Nous proposons un plan de mise en œuvre sur 5 ans. Première année, 500 écoles dans 20 départements, choisies en fonction des besoins et de l'engagement local. Chaque école reçoit un coordinateur à plein temps, des investissements importants dans les infrastructures et des compléments. De salaires qui permettent une rémunération à des niveaux véritablement viables. Elle passa à la diapositive suivante. Deuxième année, 1500 écoles supplémentaires, avec des écoles de la première année devenant des mentors. Nous construisons des centres régionaux pour le soutien et la formation. D'ici la 5e, 10 000 écoles, atteignant approximativement 2 millions d'élèves. Elle vit des expressions sceptiques parmi certains commissaires. « Je sais que cela semble énorme, » poursuivit-elle. « Mais considérez ceci, nous avons prouvé que le modèle fonctionne. Nous avons des données de 3 ans et de près de 50 écoles. Les améliorations sont constantes et spectaculaires. Les enfants qui échouaient réussissent. Les enseignants qui quittaient la profession restent. Les communautés qui avaient perdu espoir s'épanouissent. » Vincent se leva, ayant été invité à rejoindre Clara au pupitre. « Si je peux ajouter une perspective du secteur privé, dit-il, j'ai bâti des entreprises en identifiant ce qui fonctionne et en l'adaptant intelligemment. L'initiative Dignité n'est plus théorique. C'est un modèle éprouvé qui transforme les écoles en difficulté en centres communautaires prospères. » Il cliqua sur une nouvelle diapositive, montrant les projections financières. L'investissement fédéral initial requis est de 2,3 milliards de dollars par an, moins de 1% du budget actuel de l'éducation. L'effet multiplicateur, en termes de croissance économique, de réduction des coûts sociaux
et d'augmentation des recettes fiscales signifie que le programme se finance lui-même tout en transformant l'éducation américaine. Le sénateur Robert Hayes, président de la commission, demanda des déclarations finales. Clara prit une profonde inspiration, pensant à tous les enseignants qui luttaient encore dans des écoles sous-financées, à tous les Joe encore invisibles, dans les ruelles à travers l'Amérique. Il y a 30 ans, une enseignante nommée Madame Goldman a vu un enfant affamé et a partagé son déjeuner sans fanfare ni attente. Cet enfant a grandi pour créer une entreprise, bâtir une richesse et me remarquer partageant de la soupe avec Joe. Cette chaîne de gentillesse a maintenant transformé 47 écoles et des milliers de vies. Elle regarda directement les commissaires. La question n'est pas de savoir si nous pouvons nous permettre de faire cela. La question est de savoir si nous pouvons nous permettre de ne pas le faire. Chaque jour de retard signifie que davantage d'enseignants quittent la profession, que davantage d'enfants prennent du retard, que davantage de communautés perdent espoir. Clara fit une pause, laissant ces mots s'installer. Vous avez le pouvoir de transformer des actes de gentillesse isolés en une transformation systématique. Vous avez le pouvoir de garantir que chaque enfant américain ait accès à l'éducation qu'il mérite. Enseigné par des enseignants qui sont respectés et dotés de ressources, Joe ajouta doucement, vous avez le pouvoir de faire en sorte que personne ne soit plus invisible. La commission vota pour soumettre la proposition de l'initiative Dignité au Congrès pour un examen complet. En 6 mois, elle avait un soutien bipartisan et fut promulguée sous le nom de Loi nationale sur la dignité en matière d'éducation. Clara fut nommée première directrice de la mise en œuvre nationale, un rôle qui exigeait de déménager à Paris et de gérer la plus grande initiative de réforme de l'éducation depuis des décennies. Joe déménagea à Paris avec elle, poursuivant son travail de consultant en dignité communautaire, tout en lançant une organisation nationale pour les anciens combattants sans abri. Le déploiement ne se fit pas sans difficulté. Certains États ont résisté, affirmant qu'ils savaient mieux comment éduquer leurs enfants. Certains districts ont lutté avec les changements rapides requis. Certaines communautés étaient sceptiques face à une nouvelle initiative de réforme. Mais les résultats ont parlé plus fort que toute résistance. Les écoles qui ont mis en œuvre le modèle complet de l'initiative Dignité ont montré des améliorations immédiates en matière de fréquentation, d'engagement et de résultats scolaires. Plus important encore, elles ont montré une énergie et un enthousiasme renouvelés de la part des enseignants, une participation accrue des parents et des liens communautaires renforcés. Au cours de la 3e année de mise en œuvre nationale, 3500 écoles y participaient. Le programme avait créé 75 000 emplois, pas seulement des enseignants, mais aussi des conseillers, des travailleurs sociaux, des nutritionnistes, des coordonnateurs communautaires et du personnel de soutien. Clara se retrouvait régulièrement à témoigner devant le Congrès, partageant des histoires de transformation tout en plaidant pour un financement continu. Elle n'a jamais parlé sans mentionner le simple début, le partage de soupe avec Joe et l'importance de voir la dignité en chacun. Au cours d'une audition particulièrement mémorable, elle a amené une classe d'élèves de CE2 d'une école transformée de la région de la Nouvelle-Orléans. Le représentant de ce district, qui s'était initialement opposé à l'initiative, a regardé les enfants, qui avaient un niveau de lecture significativement inférieur à leur niveau scolaire seulement 2 ans plus tôt, lire leurs propres histoires sur la gentillesse et la communauté. Maria, 8 ans, s'est présentée au pupitre du Congrès et a dit « Ma maîtresse avait l'habitude de pleurer parce qu'elle ne pouvait pas nous aider à apprendre sans livre ni papier. Maintenant, elle sourit tous les jours. Elle dit que croire en nous est devenu plus facile quand elle a eu des outils pour nous aider à réussir. » Au cours de la 5e année, l'initiative Dignité avait atteint son objectif de 10 000 écoles. Des évaluations indépendantes ont montré un succès remarquable dans toutes les mesures. Réussite scolaire, maintien des enseignants en poste, bien-être des élèves, engagement communautaire. Mais le changement le plus important était, peut-être culturel. L'enseignement était redevenu une profession prestigieuse. Les jeunes choisissaient l'éducation comme voie professionnelle, parce qu'elle offrait à la fois un but et des salaires décents. Les communautés se reconstruisaient autour d'écoles qui étaient devenues de véritables centres civiques. Clara, aujourd'hui âgée de 59 ans, est largement reconnue comme l'une des éducatrices les plus influentes de l'histoire américaine,
réfléchissait souvent à l'improbable parcours de cette ruelle à la proéminence nationale. Lors d'un moment de calme, lors d'une autre célébration, Joe s'est approché d'elle. « Mademoiselle Clara, dit-il, vous demandez-vous jamais ce que Madame Goldman penserait ?» Clara sourit, regardant les enfants des quartiers défavorisés de Paris jouer avec des enfants ruraux de la région de l'Alabama lors de l'événement célébrant le 5e anniversaire de l'initiative. « Ah, je pense qu'elle serait fière, Joe. Mais je pense aussi qu'elle nous rappellerait que le vrai travail n'est pas dans les gros titres ni dans les budgets. Il réside dans le choix quotidien de voir les gens, de se soucier d'eux, d'agir en fonction de cette attention. » Une jeune enseignante de Marseille s'est approchée d'eux, reconnaissant Clara grâce à la couverture médiatique. « Docteur Bell, dit-elle avec enthousiasme, je voulais juste vous remercier. Grâce à l'initiative, je peux me permettre de continuer à enseigner. Mes élèves ont des ressources qu'ils n'avaient jamais eues auparavant. Mais plus que cela, vous avez prouvé que quelqu'un se soucie de ce que nous faisons chaque jour. » Alors que l'enseignante s'éloignait, Clara se tourna vers Joe. « C'est pourquoi nous faisons ça. Non pas pour la reconnaissance, ni pour les politiques, ni même pour le financement. Nous le faisons pour que chaque enseignant puisse se sentir valorisé, que chaque enfant puisse se sentir vu, que chaque personne puisse se sentir digne. » La célébration continua autour d'eux. Des centaines de personnes dont la vie avait été transformée par une initiative qui avait commencé avec une soupe partagée dans une ruelle. Clara ressentit une profonde satisfaction, sachant que l'héritage de gentillesse de Madame Goldman avait dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais même si elle célébrait le succès passé, Clara pensait déjà à l'avenir. Il y avait encore des écoles qui avaient besoin de transformation, encore des enseignants qui luttaient dans l'isolement, encore des communautés qui avaient perdu espoir. Joe sembla lire ses pensées. « Prête pour le prochain chapitre, mademoiselle Clara ?» Elle hocha la tête, souriant à son cher ami. « Toujours prête, Joe, toujours prête. » Alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant une lumière dorée à travers le lieu de la célébration, Clara ressentit le même sentiment de but qui l'avait poussé dans cette ruelle chaque jour pendant 3 ans. L'échelle avait changé, les ressources s'étaient multipliées, mais le cœur était resté le même. Tout le monde mérite la dignité, tout le monde mérite d'être vu, tout le monde compte. Et maintenant, grâce à la décision d'un homme d'affaires de remarquer et d'agir sur ce dont il avait été témoin, cette conviction était devenue une politique nationale, transformant l'éducation française et touchant des millions de vies. L'histoire qui avait commencé par le partage d'une soupe était devenue un mouvement. Le mouvement était devenu une loi. La loi était devenue une transformation. Et tout avait commencé parce que quelqu'un avait choisi de voir. 15 ans s'étaient écoulés depuis ce premier jour enneigé où Vincent Marx avait vu Clara Bell nourrir Joe derrière la boulangerie au Petit Mitron. L'initiative Dignité était désormais un élément permanent de l'éducation française, ayant survécu à 3 présidences et à de nombreuses tentatives de réduire son financement. Clara, bien qu'officiellement retraitée à 67 ans, restait active en tant qu'ancienne figure du mouvement. Joe, aujourd'hui âgé de 78 ans et utilisant un déambulateur mais toujours vif d'esprit, était devenu une figure bien aimée dans les cercles de l'éducation, connu pour son humour chaleureux et ses discours puissants sur la dignité et le lien humain. Ils se rencontraient toujours chaque semaine, mais désormais c'était dans l'appartement confortable de Clara, près de l'université de la Sorbonne, où elle donnait des cours de 3e cycle sur la dignité éducative et la justice sociale. Leurs conversations portaient souvent sur les défis persistants auxquels l'éducation était confrontée et sur la nécessité continue de se souvenir de l'élément humain dans les politiques. Par une matinée de février particulièrement froide, le genre qui leur rappelait tous deux les premiers jours dans la ruelle, ils reçurent une visite inattendue. Madame Bell, une jeune femme d'une vingtaine d'années, se tenait à la porte de Clara, tenant la main d'un petit enfant. « Je suis Sarah Martinez. J'espérais pouvoir parler avec vous et Monsieur Joe. » L'histoire de Sarah était à la fois remarquable et familière. En CP, elle avait fréquenté l'une des premières écoles transformées par l'initiative Dignité. Son enseignante, participant au programme, avait remarqué que Sarah venait à l'école affamée et avait discrètement partagé son petit déjeuner avec elle. « Madame Johnson, elle m'a probablement sauvé la vie, » dit Sarah, s'installant dans le salon de Clara avec sa fille. « J'étais sur une mauvaise voie, des problèmes familiaux, personne ne se souciait, mais elle m'a vu, vraiment vu.
Sarah, avait obtenu son diplôme d'études secondaires, obtenu une bourse pour l'université et terminait maintenant sa maîtrise en éducation. Je voulais devenir enseignante à cause de ce que j'ai vécu, parce que j'ai appris qu'être vue peut tout changer. Pendant que Sarah parlait, Clara et Joe échangèrent des regards, reconnaissant tous deux la poursuite du modèle qu'ils avaient contribué à créer. « Mais je voulais vous demander quelque chose », continua Sarah. « Ma fille Emma a 5 ans. Elle entre à l'école l'année prochaine. Et elle m'a posé des questions sur le fait d'aider les personnes qui n'ont pas assez à manger. » Emma, qui jouait tranquillement avec une petite poupée, leva les yeux vers Clara avec des yeux brillants et curieux. « Maman me dit que tu donnais de la soupe aux gens qui avaient faim, » dit Emma. « Puis-je faire ça aussi ?» Clara s'agenouilla à la hauteur d'Emma, voyant dans le visage avide de l'enfant le même désir d'aider qu'il avait autrefois poussé dans cette ruelle chaque jour. « Voudrais-tu que je te montre comment faire ?» demanda Clara. La semaine suivante, 3 générations se sont réunies dans la cuisine de Clara. Emma se tenait sur un tabouret, remuant soigneusement la soupe sous les yeux attentifs de Clara, Joe et Sarah. Ils préparèrent des repas pour un refuge local, une tradition que Clara avait maintenue, même si son emploi du temps était devenu plus chargé avec des engagements de prise de parole et des travaux de politique. « Pourquoi mettons-nous des carottes en plus ?» demanda Emma, se concentrant intensément sur son agitation. « Parce qu'une soupe avec beaucoup de carottes a le goût de quelqu'un qui a pris soin de la rendre spéciale, » répondit Joe, faisant un clin d'œil à Clara. En emballant les repas, Sarah partagea davantage de son histoire. Elle était devenue ce qu'on appelait une enseignante de la dignité. Des éducateurs spécifiquement formés aux méthodes développées grâce à l'initiative. Son école à Baltimore était l'une des milliers du pays qui privilégiait à la fois l'excellence académique et la dignité humaine. « Ce qui est drôle, c'est, dit Sarah, que je pensais que l'initiative ne concernait que les ressources et les salaires. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il s'agit vraiment de la permission. La permission de se soucier profondément, la permission d'aller au-delà du programme scolaire, la permission de voir l'enfant dans son ensemble. » Après avoir livré les repas, ils sont retournés à l'appartement de Clara pour prendre le thé. Emma s'était endormie sur les genoux de Joe, épuisée par ce qu'elle appelait la journée d'aide. « Savez-vous à quoi j'ai pensé ?» dit doucement Joe, afin de ne pas réveiller Emma. « Ce premier jour où Vincent est arrivé, nous étions tellement méfiants, vous vous souvenez? Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi quelqu'un se soucierait de nous. » Clara hocha la tête. 15 ans plus tard, et c'est encore difficile à croire parfois. Une seule conversation a tout changé. Sarah les regarda, voyant la profonde amitié et l'histoire partagée dans leur échange confortable. « Puis-je vous demander quelque chose? Vous inquiétez-vous parfois que les gens pensent que c'est l'argent qui a fait la différence? Qu'il manque l'essentiel de la dignité et du lien ?» Clara réfléchit attentivement à la question. Chaque mouvement de réforme est confronté à ce risque. Les gens veulent reproduire les changements visibles, les nouveaux bâtiments, les salaires plus élevés, les ressources supplémentaires. Ils sont plus difficiles à voir le changement de culture, l'établissement de relations, le choix quotidien de traiter chaque personne comme précieuse. Joe hocha la tête en signe d'accord. C'est pourquoi Emma est si importante. C'est pourquoi chaque enfant qui grandit dans une école de l'initiative Dignité est important. Ils apprennent quelque chose qui va au-delà des politiques et des budgets. Comme sur commande, Emma s'est réveillée. Ses premiers mots furent « Est-ce que les gens qui avaient faim ont aimé notre soupe ?» Sarah rassembla sa fille, se préparant à partir. « Merci à tous les deux. D'avoir commencé tout ça, d'avoir montré aux gens comme mon enseignante comment voir, d'avoir appris à ma fille à se soucier. » En partant, Clara et Joe se sont installés dans leur conversation habituelle de fin de journée. « Parfois, je me pose la question, » dit Clara, « à propos de Madame Goldman, à propos de tous les enseignants de l'histoire qui ont fait preuve de gentillesse, sans reconnaissance. Combien de chaînes d'attention n'ont jamais pu s'achever ?» Joe resta silencieux pendant un long moment. « Peut-être que c'est pour ça que ça compte tant. Nous n'aidons pas seulement les gens aujourd'hui. Nous prouvons que la gentillesse remarquée et soutenue peut avoir des répercussions d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. » 1 an plus tard, Clara reçut une lettre qui marquerait le début de sa dernière grande initiative. La lettre venait du Japon, écrite par le docteur Hiroshi Tanaka, un ministre de l'Éducation qui avait suivi le développement de l'initiative Dignité. Le gouvernement japonais souhaitait mettre en œuvre un programme similaire, adapté à son contexte,
culturel. Ils invitaient Clara et Joe à Tokyo pour les aider à concevoir ce qui allait devenir le protocole international sur la dignité en éducation. Malgré leur âge avancé, Clara et Joe se sentirent tous deux obligés d'accepter. Cela représentait l'opportunité de diffuser leur philosophie à l'échelle mondiale, de prouver que la dignité dans l'éducation transcendait les frontières culturelles. Le voyage au Japon fut transformateur. Clara et Joe ont travaillé avec des éducateurs de 12 pays, adaptant les principes fondamentaux de l'initiative Dignité à divers contextes culturels. Ils ont appris que, bien que les mises en œuvre spécifiques variaient, la vérité sous-jacente restait constante. Les gens s'épanouissent lorsqu'ils se sentent valorisés et soutenus. Le point culminant de leur voyage est survenu lors de leur visite dans une école rurale à l'extérieur de Kyoto. La directrice, Madame Yamamoto, mettait en œuvre des pratiques basées sur la dignité sans aucune structure de programme formel. « J'ai nourri des enfants affamés de mon propre déjeuner pendant 10 ans, expliqua-t-elle par l'intermédiaire d'un traducteur. Je pensais que j'étais seule à croire que la gentillesse était aussi importante que le programme scolaire. » Clara et Joe se sont regardés, pensant tous deux à cette ruelle derrière la boulangerie au petit mitron. « Vous n'avez jamais été seule, dit Clara. Une gentillesse comme la vôtre existe partout. Parfois, il suffit de la remarquer et de la soutenir. » Au moment où ils sont retournés aux États-Unis, des plans étaient en cours pour le protocole international sur la dignité en éducation. En 2 ans, 15 pays avaient mis en œuvre des versions adaptées du programme, chacune conservant le principe fondamental de traiter chaque personne de la communauté éducative avec dignité et respect. Le travail de Clara a été récompensé par de nombreux prix, dont la Légion d'honneur et le prix des Nations Unies pour la dignité humaine. Mais la reconnaissance qu'elle appréciait le plus venait des milliers d'enseignants et d'élèves qui continuaient d'être transformés par l'initiative qu'ils avaient lancée. Joe, quant à lui, avait publié ses mémoires, intitulées « Vue », de vétérans invisibles à voix pour la dignité. Le livre est devenu une lecture obligatoire dans de nombreux programmes de travail social et d'éducation, et Joe s'est exprimé régulièrement lors de conférences sur l'intersection de l'itinérance, de l'éducation et de la dignité humaine. Un après-midi ensoleillé de printemps, alors qu'ils étaient assis dans le petit jardin derrière l'appartement de Clara, Joe aborda un sujet qu'ils avaient tous deux évité. « Mademoiselle Clara, dit-il doucement, nous vieillissons. » Clara, aujourd'hui âgée de 72 ans et marchant avec une canne, sourit à son cher ami. « Parlez pour vous, Joe. Je me sens avoir 18 ans dans mon cœur. » « Je suis sérieux, continua-t-il. Nous devons penser à l'héritage, à la manière de nous assurer que cela continue sans nous. » En fait, il réfléchissait à cette question depuis des mois. L'initiative Dignité disposait de solides structures institutionnelles, d'un financement dédié et d'un leadership engagé. Mais il s'inquiétait des éléments intangibles, l'esprit, la philosophie, l'engagement, à considérer chaque personne comme digne de dignité. Leur réponse est venue sous la forme d'une proposition qu'ils ont présentée au conseil d'administration de l'initiative, le projet de narration. Chaque récit de transformation doit être préservé, expliqua Clara lors de la réunion du conseil d'administration. Pas seulement les données et les politiques, mais les expériences humaines. L'enseignant qui a enfin pu s'offrir des vêtements d'hiver. L'élève qui a appris que quelqu'un se souciait de lui. La communauté qui a retrouvé l'espoir. Joe ajouta, « Nous voulons créer des archives vivantes d'histoire, des interviews vidéo, des récits écrits, des photographies, tous ceux qui capturent l'impact humain de ce travail. » Le conseil a approuvé avec enthousiasme le projet. Au cours de l'année suivante, Clara et Joe se sont rendus dans des dizaines d'écoles, interviewant des enseignants, des élèves, des parents et des membres de la communauté dont la vie avait été touchée par l'initiative. Chaque histoire était unique, mais des thèmes communs ont émergé. Le pouvoir d'être vu, la transformation qui est venue avec des ressources adéquates, l'importance de la dignité dans chaque interaction, les effets d'entraînement d'une gentillesse systématique. L'une des interviews les plus émouvantes a été celle de Marcus Thompson, qui avait 8 ans à Cleveland lorsque son école a rejoint l'initiative. « Je ne me souviens pas de grand-chose de mes 8 ans, dit Marcus, aujourd'hui étudiant en droit de 23 ans, mais je me souviens du moment où mon enseignante, Madame Davis, a cessé d'avoir l'air fatiguée tout le temps. Je me souviens du moment où nous avons reçu de nouveaux livres qui ne se défaisaient pas.
Je me souviens d'avoir eu l'impression que l'école était un endroit où j'étais important. Marcus fit une pause, rassemblant ses pensées. Mais le plus important, c'est que Madame Davis avait du temps et de l'énergie pour me remarquer, pour voir que j'étais doué en mathématiques, que j'avais besoin d'aide en lecture, que je m'inquiétais pour ma petite sœur. Lorsque les enseignants n'ont pas à se soucier de survivre, ils peuvent se concentrer sur la façon d'aider les enfants à s'épanouir. Au fur et à mesure que les entretiens se poursuivaient, Clara et Joe ont réalisé qu'ils documentaient, plus que de simples résultats de programme, ils capturaient l'âme de ce qu'ils avaient construit. La phase finale de leur projet était la création d'un film documentaire. En collaboration avec un cinéaste talentueux qui avait grandi dans une école de l'initiative Dignité, ils ont conçu une histoire qui commençait par ce jour enneigé, dans la ruelle, et retraçait les effets d'entraînement. La première a eu lieu au Centre Pompidou à Paris, alors que Clara et Joe étaient assis au premier rang, regardant leur histoire et les histoires de milliers d'autres se dérouler à l'écran. Ils ont ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Le documentaire, intitulé « L'effet d'entraînement Dignité », a remporté de nombreux prix et est devenu une pierre angulaire de la défense de l'éducation. Plus important encore, il a garanti que la philosophie et les valeurs qui sous-tendent l'initiative seraient préservées pour les générations futures. 2 ans plus tard, la santé de Joe a commencé à décliner rapidement. Clara a passé ses journées avec lui en soins palliatifs, lui lisant des lettres envoyées par des enseignants et des élèves du monde entier. « Mademoiselle Clara, dit Joe lors d'une de leurs dernières conversations, pensez-vous que nous avons bien fait ?» Clara serra sa main, regardant par la fenêtre les feuilles d'automne danser dans le vent. « Joe, nous avons commencé par partager de la soupe dans une ruelle. Nous avons fini par changer la façon dont le monde pense à l'éducation et à la dignité. Je pense que nous avons fait plus que bien. » Joe sourit faiblement. « Cette enseignante qui aurait pu vous nourrir quand vous étiez jeune, madame. Comment s'appelait-elle ?»« Madame Goldman, dit Clara. C'est ça. J'espère qu'elle sait. J'espère que d'une manière ou d'une autre, elle sait ce qui a découlé de sa gentillesse. » Joe est décédé paisiblement 2 jours plus tard. Ses funérailles ont réuni des milliers de personnes, dont des élèves du monde entier qui s'étaient envolés pour lui rendre hommage. Clara, soutenue par sa canne mais déterminée à parler, a prononcé l'éloge funèbre. « Joe nous a appris que la dignité n'est pas quelque chose qui peut être donné ou enlevé, dit-elle, sa voix claire malgré ses larmes. C'est quelque chose qui existe en chaque personne, qui attend d'être reconnue et honorée. Joe a attendu 65 ans que quelqu'un reconnaisse sa dignité. Une fois que cela s'est produit, il a passé le reste de sa vie à aider les autres à trouver la leur. » Elle fit une pause, regardant la mer de visage. Enseignants, élèves, décideurs politiques, amis. Le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir est le cadeau d'être vus. Joe nous l'a montré. Vincent Marx l'a vu et a agi en conséquence. Maintenant, il est de notre responsabilité de continuer à voir, de continuer à nous soucier. Malgré leur âge avancé, Clara et Joe se sentirent tous deux obligés de continuer à travailler pour s'assurer que chaque personne connaisse sa valeur. Après la mort de Joe, Clara prit une dernière grande décision. À 75 ans, elle créa le centre Joe Martinez pour la dignité éducative. Ils avaient appris que le nom complet de Joe était Joseph Martinez, ce qu'il avait rarement partagé pendant ses années passées dans la rue. Le centre formerait la prochaine génération d'éducateurs aux pratiques basées sur la dignité, mènerait des recherches sur l'intersection de la dignité humaine et de l'apprentissage, et servirait de mémoire vivante du mouvement qu'ils avaient tous construit ensemble. Le jour de l'ouverture du centre, Clara se tenait dans la cour centrale, entourée d'un jardin que Joe avait aidé à concevoir au cours de ces derniers mois. Une plaque près de l'entrée portait l'inscription « À la mémoire de Madame Goldman », dont la gentillesse envers un enfant affamé a déclenché une chaîne d'attention qui a changé le monde. Emma Martinez, aujourd'hui âgée de 10 ans, assista à l'inauguration avec sa mère Sarah. Emma avait été acceptée dans un programme d'été spécial au centre, où elle apprendrait l'éducation basée sur la dignité et le service communautaire. « Mademoiselle Clara, » dit Emma en tirant sur la manche de Clara, « puis-je vous demander quelque chose ?» Clara s'agenouilla, bien que cela lui demande plus d'efforts qu'avant. « Bien sûr, ma chérie. »« Pensez-vous que Monsieur Joe peut voir ça? Pensez-vous qu'il est au courant du jardin, du centre et de toutes les personnes qui sont venues se souvenir de lui ?»
Clara sourit, ressentant une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil d'été. « Je pense que Joe voit tout, Emma. Et je pense qu'il est fier du nombre de personnes qui ont appris à voir comme lui. » Alors que la célébration se poursuivait autour d'eux, Clara réfléchit à l'extraordinaire parcours de cette ruelle à ce moment précis. Un acte de simple gentillesse était devenu un mouvement national, puis un protocole international, et maintenant un centre permanent pour la poursuite du travail. Elle pensa à Vincent, décédé 4 ans plus tôt, laissant toute sa fortune pour soutenir une éducation digne dans le monde entier. Elle pensa à Sarah Chen, qui dirigeait désormais le protocole international sur la dignité. Elle pensa aux milliers d'enseignants dont la vie avait été transformée, aux millions d'élèves qui en avaient bénéficié, aux communautés qui avaient été renforcées. Surtout, elle pensa aux enseignants invisibles qui étaient encore là-bas, qui se souciaient toujours, qui luttaient toujours, qui espéraient toujours que quelqu'un remarquerait leurs actes silencieux de gentillesse. Alors que le soleil commençait à se coucher le jour de l'ouverture du centre Joe Martinez, Clara se dirigea vers le jardin commémoratif. Elle se tenait à côté du banc de Joe, un simple siège en bois face au soleil de l'après-midi, avec une petite plaque portant l'inscription « Pour Joe qui nous a appris que chacun mérite d'être vu ». Emma s'approcha en courant et s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui se passe ensuite, mademoiselle Clara ?» Clara passa un bras autour de l'enfant, voyant en elle l'avenir de tout ce qu'ils avaient construit. « Ensuite, ma chère Emma, vous et d'autres comme vous portez l'histoire. Vous apprenez que tout le monde compte, que la gentillesse se multiplie, que la dignité transforme les vies. Et puis vous trouvez vos propres moyens d'aider les gens à se sentir vus et valorisés. » Emma hocha la tête sérieusement. « Comme vous l'avez fait avec Monsieur Joe. Comme je l'ai fait avec Monsieur Joe, acquiesça Clara. Et comme des milliers de personnes le font en ce moment, partout dans le monde. » Alors que les derniers invités partaient et que la soirée s'installait, Clara resta dans le jardin. Elle pensa à Madame Goldman, cette première enseignante qui avait partagé son déjeuner sans connaître les conséquences qui allaient changer le monde. Elle pensa à Vincent, dont les yeux perçants et le cœur généreux avaient vu le potentiel d'un changement systémique dans un simple acte de gentillesse. Elle pensa à Joe, dont la dignité face à l'adversité avait inspiré un mouvement. Demain, il y aurait de nouveaux défis, des écoles qui luttaient encore, des enseignants toujours sous-payés, des élèves toujours affamés, sans abri ou se sentant invisibles. Le travail était loin d'être terminé, mais ce soir, Clara ressentit la profonde satisfaction d'une vie bien vécue. Elle avait vu quelqu'un qui avait besoin d'être vu. Elle avait pris soin de quelqu'un qui avait besoin d'attention, et grâce au miracle de la reconnaissance et du soutien, cette simple attention s'était multipliée au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Clara se leva lentement, s'aidant de sa canne, et se dirigea vers l'entrée du centre. Demain apporterait de nouvelles occasions de partager l'histoire, d'inspirer les autres, de poursuivre le travail de construction d'un monde où chaque personne connaîtrait sa valeur. En atteignant la porte, Clara se retourna pour un dernier regard sur le jardin. Dans la douce lueur des lumières du sentier, elle pouvait presque voir Joe là, hochant la tête en signe d'approbation, prêt pour le prochain chapitre de leur mission commune. « Merci, Joe, » murmura-t-elle. « Merci de nous avoir appris à voir. » Puis elle entra, pensant déjà aux cours qu'elle donnerait demain, aux histoires qu'elle partagerait, aux vies qui pourraient être changées en comprenant que chacun, absolument chacun, mérite la dignité. L'histoire qui a commencé avec la soupe dans une ruelle a perduré, inspirant de nouvelles générations à voir, à se soucier et à agir. Et dans les salles de classe du monde entier, les enseignants ont poursuivi le travail, parfois remarqué, parfois non, mais toujours certains que leur attention comptait. Parce que Madame Goldman avait raison, Vincent avait raison, Joe avait raison, Clara avait raison. Tout le monde mérite d'être vu, tout le monde mérite la dignité, tout le monde compte. Et parfois, lorsque nous avons beaucoup de chance, nos simples actes de gentillesse ont des répercussions d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer, changeant le monde. Une personne à la fois. Félicitations. Tapez 7 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'au bout. Aimez et abonnez-vous, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. À bientôt.